Bonjour, ici Victor Louis pour la radio du Bonnet des Patriotes. Je suis en compagnie de Mike Deschamps. Bonsoir. De Jean de Saint-Ambroise. Bonsoir. Bonsoir. De Georges Van Pelt. Bonsoir, mais est-ce qu'on peut rire Oui. Oui. Sors-nous ton beatbox, Georges. Allez, allez. Fucking white Bon, c'était le jingle de Ça fera un le super nouveau jingle générique. du bonnet des patriotes. Un Vous l'aurez instant, à chaque émission à partir de maintenant. Non, je trouve tout de même qu'il faudrait ramener un peu de sérieux. Mais il puisque- faut moderniser aussi. non, messieurs, un peu sérieux. Nous parlons de politique après tout. En cette période, ce moment gravissime. Oui, donc nous allons parler de la suite de la campagne électorale On va rigoler. qui a eu lieu dans le mois de septembre. Fini le 1er... Il y a eu le vote le 1er octobre. Et Jean de Saint-Ambroise, vous aviez quelques commentaires à faire sur la suite de la campagne électorale. Qu'est-ce qui s'en vient pour la politique au Québec dans les prochains jours? Vote épique, vote de porc épique. Votre PQ... Papier cul. Non? Alors voilà, trêve de baliverne, ancien pratiquant taoïste, il m'arrive quelquefois de perdre un peu de ma contenance. Mais revenons aux questions provincialistes. Alors voilà, en parlant de vaches, de veaux, de grains, de cochons bien gardés. Alors, non, mais blague à part. On a une conjoncture qui est intéressante. On avait un duopole au Québec qui était formé du Parti libéral et du Parti québécois depuis un demi-siècle. D'ailleurs, le Parti québécois a célébré, je crois, cette semaine son 50e anniversaire de fondation. Le duopole, curieusement, fait penser à l'UMPS en France, bien que l'UMP ait été remplacé par les Républicains, si je ne m'abuse. Donc, il était... dans le jeu traditionnel de la politique, la gauche et la droite. Hein. Le Parti libéral étant la droite d'affaires, et le Parti québécois étant la gauche sociétale, on va dire. Donc, c'était un duopole qui alternait, qui dans le fond, monopolisait, avait une alternance monopolistique de la vie politique. Le Parti québécois promettait toujours... un peu plus de mesures sociales ou un peu plus de, comment dire, de nationalisation ou de peut-être de mesures pour relancer, bon, les régions. Le contrôle de l'État. Oui, et lorsque le Parti libéral prenait le pouvoir, il fallait couper. Le Québec avait engagé des dépenses. Alors, le Parti libéral disait, là, maintenant, il faut couper, il faut remettre le bâton aux forces du marché. Mais ce qui est assez curieux dans ce duopole, c'est que, en fait, je m'excuse, j'ai peut-être un peu perdu le fil, mais en fait, c'est le Parti québécois qui se trouvait à couper. Et on retrouve la même matrice en France. Souvent, les socialistes, ce sont les socialistes qui se sont trouvés à couper. On l'a vu sous Mitterrand. Mitterrand a fait bien des promesses en 80 ou 81. Et puis, il y a eu une espèce de dérive sous Mitterrand entre 82, 84, 83, autour des années 83, où Mitterrand, ça correspond un peu au beau risque de René Lévesque au Québec, où Mitterrand a trahi la classe ouvrière, tu vois. Et il y a toutes les promesses qu'il avait faites de réforme, il les a mis à la poubelle pour faire du sociétal, pour tomber avec SOS raciste dans tout ce qui est la défense des minorités opprimées, les causes LGBT, causes féministes, etc. Donc, on a fait des promesses, on joue le jeu de l'alternance avec l'UMPS ou le Parti libéral, la formation qui s'occupe de représenter le patronat, le grand capital. Et puis finalement, quand la formation qui donne le change, voilà, à gauche, prend le pouvoir, eh bien, on fait de l'austérité. On ne peut même pas appliquer ses propres promesses. Donc, on était dans ce balancier-là. Et on s'est aperçu aussi que le Parti québécois, depuis probablement Lucien Bouchard, qui est un franc-maçon affilié à la Grande Loge d'Écosse, qui est assez curieux, mais le Parti québécois, depuis l'an 2000, Bouchard, 2001, 2002, 2003, a vraiment
non seulement a liquidé la classe ouvrière, a liquidé les questions sociales, mais est devenu un parti, finalement, carrément mondialiste, carrément affairiste et mondialiste. Et donc, de plus en plus, il y avait de moins en moins de distinction entre les libéraux et le Parti québécois. L'un et l'autre donnant le change de cette espèce d'alternance moribonde, mortifère. Le mot, c'est plutôt mortifère, mais qui est devenu moribonde sur le tard. Et avec l'élection de la CAQ, c'est intéressant. Même si la CAQ est un espèce de produit, sous-produit du Parti québécois et du Parti libéral, on a quand même des velléités autonomistes assez fortes à la CAQ. On a une élection majoritaire qui n'était pas prévue. Et on a, je dirais, comment dire ça? On a une formation qui nous fait sortir du débat référendiste qui avait été amorcé par le PQ. Donc, est-ce qu'on fait un référendum? Pas de référendum. Est-ce qu'on est indépendantiste, souverainiste, fédéraliste? On sort de cela avec la CAQ. On dit, non pas on devient provincialiste, parce que de toute façon, le PQ puis les libéraux étaient déjà provincialistes, mais on retourne à la bonne gestion des affaires de l'État. On s'occupe de nos problèmes et on revient sur l'identitaire. Je pense que la CAQ, et on le voit avec le projet son projet je ne dirais pas de charte, mais de législation sur les signes religieux ostentatoires au niveau des fonctionnaires en position d'autorité. Mais on voit qu'il y a un retour sur la question identitaire qui avait été complètement passé sous silence par les libéraux et le Parti québécois. Et ça, c'est de bon augure. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais vous laisser rebondir. Ouais, est-ce que vous pensez que ça va être possible? C'est-à-dire qu'avec l'image que la CAQ a, d'ailleurs, il s'est déjà distingué de Marine Le Pen qui avait donné son appui à la CAQ. Est-ce que tu penses, Jean, que ça va être possible? D'ailleurs, généralement, devant la justice, une charte ou une interdiction des signes religieux, ça passe même pas les étapes de la justice, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est fait pour donner du boulot aux avocats et ces avocats-là sont payés pour perdre. Et les péquistes sont très bons pour être payés pour perdre. Oui et non. Avec la CAQ, parce que là, on invoque la clause non-obstant. Alors ça fonctionne. C'est une clause qui peut nous permettre de court-circuiter, à moins que la Cour suprême intervienne. Et même là, la Cour suprême ne peut pas invalider les clauses non-obstant. En fait, avec le Parti québécois, pour mettre les choses au clair, c'est qu'on avait un chantage permanent. On avait un parti qui disait, si vous ne bougez pas comme on l'entend à Ottawa, eh bien, le prochain mandat, on va mettre un référendum sur la table, tu vois? Et ça, c'est du chantage un peu infantile. Et les Québécois n'y croyaient plus. Là, on se retrouve, si tu veux, dans une démarche plutôt autonomiste, un petit peu de type duplessiste, où je suis désolé, ça n'a rien à voir avec Duplessis. Non, beaucoup d'observateurs comparent l'élection de François Legault au début de Duplessis. On a un gouvernement qui se réclame de certain autonomisme et qui ne veut plus jouer ce tango-là, ce jeu de l'alternance, tu vois, entre une profession de foi fédéraliste ou, c'est ça, il faut dire les choses comme elles sont, une profession de foi fédéraliste ou un chantage indépendantiste, souverainiste. Donc là, on va rabattre les cartes différemment. Donc, on retourne à la gouvernance provinciale, qui ne veut pas nécessairement dire du provincialisme, mais on retourne à une gouvernance provinciale qui, en l'état des choses, concerne, de un, la gestion du territoire. Donc, c'est la question des migrants, parce que le Québec, depuis 2 ans, a accueilli, ça c'est quand même incroyable, plus de 100 000 migrants, même si la majorité ne reste pas. Donc, c'est nous qui avons accueilli le plus gros flot de migrants. Alors, on a une question, et cette question-là se répercute au Canada anglais. C'est ça qui est étonnant. Il ne faut pas oublier que l'élection de la CAQ correspond à l'élection de Doug Ford en Ontario. OK? Donc, ce sont 2 gouvernements autonomistes, provinciaux. Autonomistes dans le sens
réclamer une certaine distance d'Ottawa. Et moi, simplement savoir, est-ce que la présence de Charles Sirois, qui est un spéculateur financier, à la cofondation de la CAQ, ça vous gêne pas un peu? C'est-à-dire que lui, sa job, c'est de revendre les terres. C'est-à-dire que la spéculation sur les terres agricoles du Québec, c'est de revendre des terres à des gens qui ont des intérêts tout autres que ceux du Québec. Ça dérange pas un peu pour des gens soi-disant autonomistes? Je trouve que c'est pas du tout autonomiste, c'est même le contraire. On est en train de vendre le Québec, puis la CAQ est très prête à participer à ça. Je crois qu'il y a des gens à la CAQ qui ont dénoncé ça, justement. Il y a un débat là, qui se produit en ce moment. Il ne faut pas oublier que la famille Desmarais aussi travaille à ce niveau-là, qui sont plutôt du côté des libéraux. Ce qu'il faut observer avec la CAQ, premièrement, Sirois, oui, certes, est je dirais pas un fondateur, je dirais plutôt un sponsor, mais il n'est pas vraiment dans le débat, OK? C'est peut-être comment on dirait ça? Non, mais c'est peut-être une l'argent, c'est-à-dire que généralement, c'est le nerf de la guerre. Non, mais pour l'instant, Sirois n'est pas dans le débat. On l'entend pas. Je ne sais pas. Il était là au départ. Legault en a profité. Là, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est il ne faut pas parler de complot. Certains vont reprocher à Legault d'avoir utilisé des paradis fiscaux, ce qui est vraiment une vétille. Il ne faut pas faire de la politique péquiste. Et je pense qu'il faut regarder où la CAQ s'en va. Je ne fais pas de Legault un homme providentiel. Pas du tout. Pas du tout. Mais je crois qu'il y a une volonté populaire derrière cette élection. Il faut voir. Il faut voir si la volonté populaire va prévaloir. T'sais? Et là, ça peut être intéressant. C'est pas la CAQ en soi ou Legault qui sont des facteurs de changement. Je dirais que c'est plutôt la volonté populaire. Donc, j'interprète, si tu veux, Legault comme une espèce de médium, tu comprends? Et la CAQ comme une espèce de coalition. Donc, on va voir, peut-être qu'il va y avoir la création d'un nouveau parti, tu comprends? Ou peut-être qu'il va y avoir la création d'une plateforme multipartie, un peu comme on voit en Italie. On va voir qu'est-ce qui va se dessiner dans l'entre-deux des deux élections. Donc, mon discours n'est pas d'affirmer que l'élection de François Legault soit l'élection d'un homme providentiel, mais plutôt, par contre, ce qui est très sain, c'est qu'on a mis fin au duopole. C'est déjà extraordinaire. Et Legault, deuxièmement, a décidé de réouvrir la question des accommodements religieux pour trancher le nœud gordien, ce qui est extrêmement sain. Extrêmement sain. Donc, le trancher. Legault n'est pas un agent des loges maçonniques, d'aucune façon. Mais on va voir quelle dimension cette loi va prendre d'interdiction des signes religieux au sein de l'appareil d'État. Il y a des gens Legault est en train de reculer en utilisant la clause grand-père, qui était, dans le fond, une invention maçonnique de Jean-François Lisée. Et d'autres gens qui réclament, comme Ben Habib, comme on l'a dit précédemment dans une autre émission, plus de laïcité. On va voir comment Legault va manœuvrer. Je crois que Legault a mis peut-être cette question-là de la laïcité sur la table immédiatement pour trancher le nœud, pour qu'on en sorte. Parce que j'avais fait un petit plan de match avant de venir à ce petit studio. En fait, l'effet qu'on a une séquence historique qui va de 2012 à 2018, excusez-moi. Et cette séquence correspond à l'émergence de Québec solidaire, entre autres, avec comme pivot la révolte des Carrés rouges en 2012. Donc, une espèce de révolte étudiante qui a été fomentée par l'extrême gauche aux manettes, puis ses commanditaires, qui sont les libéraux. T'sais. On a vu que, dans le fond, Québec solidaire a pris du tonus. Québec solidaire a été fondé en 2008. 2012, c'est comme C'était option citoyenne. Exactement. Oui, merci. Et 2012, c'est comme le temps intermédiaire, où là, grâce à la révolte des Carrés rouges, il y a eu une cristallisation. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois a pu émerger, tu vois, qui était déjà un manipulateur, un noyauteur. En fait, Québec solidaire, c'est le courant réformiste de l'extrême gauche québécoise, un peu dans le sens où on pourrait l'entendre avec
les Mélenchoniens en France ou même le NPA du petit facteur Besancenot, voilà. D'ailleurs, on n'en entend plus parler. Il est dans un club med. Et donc, voilà. On a Québec solidaire, qui est la faction réformiste, et on a une faction aussi qui est plus révolutionnaire, qui, dans le fond, percole à travers tous les mouvements de contestation, comme entre autres la dernière manifestation du 7 octobre là, contre Legault, la CAQ, et prétendument contre le racisme systémique québécois. Mais donc, on a Québec solidaire qui a vraiment, véritablement, qui a cristallisé ses forces grâce à ce déploiement-là des carrés rouges. Et donc, Québec solidaire est devenu un outil qui a permis aux libéraux au sens canadien, pan-canadien, les libéraux du Québec et du Canada, de phagocyter le Québec. Excusez-moi, de phagocyter le Parti québécois, excusez-moi. Et donc, depuis 2012, Québec solidaire a permis de vider la coquille, de faire du Parti québécois une coquille creuse. Et c'est très intéressant parce qu'on a vu avec Jean-François Lisée, la quintessence de ce phénomène. Jean-François Lisée n'a eu de cesse que de courtiser Québec solidaire depuis son accession au pouvoir au Parti québécois. Et Québec solidaire ont toujours joué le rôle du partenaire qui se fait désirer, sans faire aucun compromis. Finalement, Québec solidaire a fait des gains considérables. Et le PQ s'est retrouvé devant pratiquement rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que Québec solidaire a servi les libéraux pan-canadiens pour phagocyter le Parti québécois, excusez-moi, et le faire imploser. Et ce dont les analystes ne s'attendaient pas, c'est que le Parti libéral, qui aurait dû profiter de cette implosion pour s'imposer, n'a pas été capable. Et je crois que la CAQ, bien qu'ayant été financée par Charles Sirois, c'est un fait indéniable, et venant de la cuisse de Jupiter, du PQ, et des deux cuisses, du PQ et du Parti libéral, néanmoins, a réussi un exploit. C'est-à-dire qu'au niveau populaire, on a eu une coalition de Québécois des régions qui se trouvent à avoir isolé le Grand Montréal métropolitain et même, je dirais même, Montréal. Et ce qui était même... les firmes de sondage n'ont pas prévu ça. C'est vraiment assez extraordinaire. Parce qu'on se retrouve avec un Montréal qui est Québec solidaire et libéral. Et même dans la couronne métropolitaine, la CAQ a fait des percées incroyables. Et qui plus est, des percées incroyables parmi des communautés culturelles qui, on va dire, ont réussi. Ne sont pas restés dans leur ghetto montréalais. Donc, ont migré en banlieue, un peu comme Mike, qui vit en banlieue, pour aller élever leur famille, pour gagner leur croûte, et finalement, qui se sont reconnus dans la CAQ. Je pense que la CAQ est un parti tout fait pour l'immigrant en tant que tel, c'est-à-dire que la CAQ favorise l'initiative privée, et c'est assez connu que généralement, ce sont les immigrants qui se lancent en affaires plus que le Québécois. Et aussi sur le plan de certaines rigidités des valeurs, quoique ça reste à démontrer, là. Mais je veux dire, c'est pas Québec solidaire. Et Québec solidaire, ça fait rire les immigrants. Il n'y a pas un immigrant qui... Il fait juste entendre, je sais pas, l'hétéronormativité. Il fait... c'est quoi ce concept qui sort de c'est n'importe quoi là, pour un immigrant. Je veux dire, je me place dans la peau de n'importe quel immigrant qui a généralement des valeurs un peu plus traditionnelles de sa communauté et qui suit un ordre bien précis. C'est sûr que la CAQ, ça convient. Parmi les partis, les principaux partis, ça lui convient mieux. Et comme le Parti libéral, ça faisait quand même 15 ans qui était, avec un petit intermède avec le gouvernement marois, était au pouvoir. Eux aussi finissent par se dire, je pense que la nouvelle finit par se rendre dans les communautés. Ils se disent, et je crois que si François Legault n'avait pas fait la gaffe de ne pas savoir le temps que ça prenait
pour avoir la citoyenneté canadienne, je pense qu'il y aurait encore plus d'immigrants qui auraient voté pour la CAQ. Et là, on n'aurait peut-être pas eu un Montréal totalement rouge. On aurait peut-être eu 1 ou 2 bleus de plus. Oui, certainement. Mais toujours est-il que de plus en plus, les immigrants qui désirent s'intégrer, sans qu'on leur botte le cul, qui désirent de leur propre chef s'intégrer, quittent Montréal. T'sais, ils s'en vont pas nécessairement à Sept-Îles, à l'autre bout du monde, mais ils sont en périphérie, puis même plus loin. Il commence à y avoir des immigrants à Sherbrooke. Bon, évidemment, il y a un effort là, qui est mené par tout le monde, que ce soit les libéraux, les péquistes, la CAQ, pour subventionner, il y a des problèmes de main-d'œuvre aussi. Bon, on va envoyer des immigrants à Sept-Îles, à Sherbrooke, à Bromont, à Laval, en Estrie, à Val-d'Or, en Gatineau. Bon, d'accord. Mais je crois que d'eux-mêmes, les immigrants, pas nécessairement, j'aime pas le terme qui ont réussi, plutôt qui veulent s'intégrer, qui veulent réussir, qui veulent faire quelque chose, ont une tendance naturelle à quitter Montréal. Et moi, ce que je trouve positif, c'est qu'il y a une agrégation de Québécois de souche et de nouveaux arrivants autour de la CAQ qui est intéressante, en dépit du fait que, malgré la polarisation qui a été... qui s'est produite, si tu veux, dans le sillage des annonces de la CAQ et de François Legault à propos de cette loi, donc contre les symboles religieux, dès son accession au pouvoir. Cette polarisation-là qui a débouché sur la grande marche du 7 octobre, prétendument contre le racisme systémique québécois et la CAQ. En dépit de cette polarisation-là, qui a d'ailleurs été interprétée par les grands médias d'ici, du Canada anglais, de la France, des États-Unis, comme étant une polarisation entre un chauvinisme québécois de souche et puis les minorités oppressées. Et même c'est toi qui me donne, dans le fond, un petit peu l'idée. On s'aperçoit que la CAQ a réussi finalement à coaliser en partie les immigrants. Chose qui était impossible sous le régime du Parti québécois. Donc, les libéraux avaient le monopole des immigrants. Et c'est fini, ça. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, ce que je dis, moi, c'est pas tant le programme politique de la CAQ qui est intéressant, ou même son chef. C'est les forces coalisées autour. La CAQ pourrait être un peu comparée à la Ligue du Nord en Italie, tu vois, mais qui s'est coalisée avec 5 étoiles, qui est un mouvement un peu comparable à Citoyens au pouvoir au Québec, tu vois. Ça, c'est intéressant aussi. Reste à voir, est-ce qu'une certaine forme de gauche ouvrière, de gauche populaire, sociale et non pas sociétale, est-ce qu'elle pourrait s'agréger à ce mouvement-là autour de la CAQ? Et c'est pas clair. Parce qu'une partie de ces forces-là sont actives au sein de Citoyens au pouvoir, de la Meute en partie. On va dire diverses émanations, tu vois, d'un populisme un peu de gauche ou travailleur au Québec, mais qui n'arrive pas à se coaliser, qui n'arrive pas à se coaguler, excusez-moi. Parce que Québec solidaire, ce n'est pas la gauche. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Québec solidaire est un parti... c'est-à-dire que c'est pas basé sur quelque chose de réel. Mais il y a une clientèle pour ça, évidemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes, de jeunes sans faire de l'agisme, qui n'ont pas encore de responsabilité dans la société et qui, évidemment, un jour, ils vont peut-être comprendre que Québec solidaire... il y a un peu de communautaire là-dedans. Le communautaire, c'est de l'aide, mais c'est très subventionné. Donc, eux, le besoin de rapporter de l'argent, de se financer, mais en vendant quelque chose, c'est un esprit un peu capitaliste, entrepreneurial. Il n'y a pas vraiment ça dans Québec solidaire. Je vais rebondir en vous disant une chose. Le discours politique au Québec, un peu comme en France, est très monopolisé par Montréal. En France, ça se passe à Paris. Tu sais, c'est monopolisé, mais c'est fini, ça. Maintenant, la réalité, elle est beaucoup dans les régions. Et je pense qu'on va être obligé... À mon avis, c'est une bonne chose que Legault ait un mandat majoritaire de 4 ans
parce qu'il va être obligé de livrer la marchandise. Et là, les choses sont claires. On n'a pas un gouvernement qui va être déstabilisé en dedans d'un an et demi. Non. Là, on a un temps, pas un temps long, non, mais on a un temps semi-long. Tu sais, on a un temps assez long pour faire des choses. Et là, le peuple québécois n'a pas d'excuse. Il va devoir suivre le go à la trace, tu vois, pour dire on attend des choses. Parce que les enjeux sont l'enjeu identitaire. Qui sommes-nous? Tu sais? Et l'enjeu identitaire, hormis les questions des signes religieux, ou là où le bas blesse avec l'enjeu identitaire, c'est que les Québécois, souvent, comme d'ailleurs beaucoup de Français, d'Allemands, d'Occidentaux, sont prompts à lutter contre l'identité du migrant envahisseur. Mais qu'en est-il de leur propre... Qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Donc, il faudrait profiter de ce presque quinquennat de Legault, les Québécois se posent la question, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a à vendre? On se bat pour quoi? Est-ce qu'on se bat pour le crucifier à l'Assemblée nationale, pour la poutine? Qu'est-ce qu'on veut conserver? Donc, l'identité. Ensuite de ça, il y a le traité de libre-échange avec les États-Unis qui vient d'être conclu, là. Mais c'est pas parce qu'il est conclu que tout est fermé au détriment des agriculteurs québécois. La gestion de l'offre a fait son temps. Et c'est pas un néolibéral qui vous parle. Elle a fait son temps. Et d'ailleurs, beaucoup de Français me disent que les produits laitiers coûtent un prix fou au Québec. Elle a fait son temps, mais néanmoins, les producteurs laitiers, c'est les plus gros producteurs agroalimentaires au Québec. Et là, on est dans une position de très grande faiblesse. Pendant que les Américains, je vais vous faire un aparté important. Les Américains ont déclaré une guerre commerciale à la Chine, d'accord? Et la Chine a décidé de répliquer. La Chine consomme beaucoup de produits dérivés du soya. Énormément. Énormément. Les États-Unis sont pratiquement le plus gros producteur de soya au monde. Alors, la Chine, pour répondre aux politiques de containment, pas militaire pour l'instant, mais de containment commercial des États-Unis, a décidé de faire affaire avec le Brésil. Donc, maintenant, le Brésil est en passe de devenir le plus grand producteur de soya au monde. Et ce qui jette à la rue les agriculteurs américains dans le domaine du soya, qui est un des domaines principaux. Alors, les États-Unis sont en très, très, très grosse position de difficulté. L'agriculture est une industrie importante aux États-Unis. Et ça explique, entre autres, à cause de ce jeu à trois bandes entre les États-Unis, la Chine et le Canada, que les négociateurs américains sont devenus très agressifs face au Québec. Et donc, le Québec a été sacrifié pour les intérêts de l'automobile, de l'Ontario, mais pas que ça, dans un contexte de jeu à trois bandes avec la Chine, les États-Unis et le Canada. Donc, Legault va devoir travailler là-dessus. Il va devoir travailler contre le monde corporatiste, agroalimentaire, des grands syndicats, d'une partie du patronat. Donc, on a un monde corporatiste qui n'est pas nécessairement sain au Québec. Legault va devoir travailler avec aussi l'assainissement du financement des partis. C'est-à-dire que c'est adapté... C'était adapté pour une période de temps, c'est-à-dire la gestion de l'offre était adaptée pour une période de temps. Maintenant que le commerce extérieur de lait ou de produits laitiers est plus fort, même par rapport à ce qui pourrait se mettre sur les tablettes du Québec, que l'UPA, c'est-à-dire l'Union des producteurs agricoles, qui est le syndicat, c'est presque un monopole au Québec. Corporatiste. Très corporatiste. À partir du moment que le commerce étranger est plus fort que ce qui se fait au Québec, le système québécois de gestion de l'offre, avec l'UPA au centre de ça commence à battre de l'aile, c'est sûr. Mais en même temps, c'est que ça va être très difficile de dire à l'UPA, de mettre au pas l'UPA et les intérêts corporatistes, parce que eux, ils sont bien avec ça. Il y a même des producteurs américains qui regardent le modèle, qui fait qu'il n'y a aucune précarité. Eux, ils ont leur revenu toujours garanti, toujours... Alors, ils sont bien, les agriculteurs. Comment leur enlever le pain de la bouche aux agriculteurs, sachant que un moment donné, c'est quasiment inévitable que ça se fasse. C'est que c'est complexe. Au Québec, malheureusement, comme dans le reste du Canada, on a
une économie qui dépend beaucoup de l'État. C'est ça le problème. Ouais. T'sais, autant qu'on aille sur les radios X avec des gens super néolibéraux, puis chez Québec solidaire avec des gens super socialistes, on est un peu dans une fiction. On a même les grandes entreprises, même les multinationales, au Canada, les entreprises dépendent de l'État. Parce que c'est un dominion, c'est un camp de travail et un camp d'exploitation des ressources naturelles. Et on a un État qui colle les shots, qui est comme dans le cas des claims. Les claims, c'est des systèmes de gestion du sous-sol. C'est l'État. C'est l'État qui fait des concessions, qui offre des concessions aux multinationales. On est dans une république bananière ici. Oui. Et cet État est redevable du Dominion britannique. Et les sociétés de la couronne paient un tribut à la couronne, à la British Crown Corporation Incorporée. Paient un tribut. Donc, comme les régions romaines oui. sous l'Empire Oui. romain. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient prendre l'impôt du village gaulois. Puis, voilà. Et donc, je pense que ce qui est important de retenir avec la victoire de Legault, c'est que ce gouvernement provincial, en tout cas, il est placé devant des enjeux, tu vois, identitaires, de gestion du territoire, relance des régions, peut-être mettre Montréal au pas. Tu vois? Certains observateurs parlent de mettre en tutelle Montréal. Tu sais que Montréal, je vais faire une annonce au bonnet, Montréal a déjà été mis en tutelle au début du 20e siècle. C'est un fait qui est ignoré par beaucoup de gens. Montréal a déjà été mis en tutelle. Mais pour une courte période de temps. Donc, le gouvernement provincial a ce pouvoir. Donc, mettre une ville en tutelle, ça veut dire que la ville devient une mineure. Le gouvernement administre les comptes. À ce moment-là, on pourrait faire adopter on pourrait faire respecter la loi sur le drapeau, les emblèmes du Québec. Ah, tout à fait. Ça serait bon en On tabarouette. pourrait mettre à terre cette histoire de Montréal, ville-refuge pour les migrants. Tu vois? Ah oui. Tu vois? Et on pourrait même questionner la partialité de la police montréalaise, qui agit un peu comme une police d'État, contrairement à la Sûreté du Québec. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être... on pourrait ouvrir les livres. Et on pourrait questionner la validité de subventionner Montréal envers et contre les régions. Parce que là, il y a une coalition avec Legault aussi des régions. C'est pas juste un débat identitaire. Il y a une coalition des régions contre Montréal, quelque chose qui ne s'est jamais vu depuis très longtemps. Je ne sais pas si c'est contre Montréal, mais en tout cas, c'est... Ben, la cité-État de Montréal, tu comprends? C'est pas les Montréalais. Parce que Montréal est devenu une cité-État. Oui. Mais ça, c'est dans tous les endroits où que j'ai visité. Tu sais, ça marche comme ça en France, c'est-à-dire que tous les Français détestent Paris. Pourquoi? Parce que c'est la capitale économique, artistique, politique, tout à la fois, Paris. Oui. Au Canada, c'est un petit peu différent. Au Canada, tu vas dans l'Ouest canadien, tu vas à Vancouver, tout le monde déteste Toronto. Parce que autrefois, la capitale politique avait une importance. Mais aujourd'hui, ce qui compte, là, Toronto, c'est pas politique, c'est culturel et c'est-à-dire économique. Et pour eux, c'est tout le temps Toronto qui passe à la TV. C'est toujours Toronto. Et fait qu'à un moment donné, c'est normal que les gens de l'Ouest canadien finissent par dire ça agace. Alors, au Québec, tu vas en région. Moi, j'ai travaillé, je me souviens, à Bécomo, le propriétaire du journal disait il y avait un collègue qui venait de Montréal. Ah, l'Esti de Montréalais. C'était comme ça. Mais c'est pas contre Montréal parce que les régions vivent de Montréal dans un sens, sont dépendants de Montréal. Sont très dépendantes. C'est-à-dire que toute la couronne de Montréal, c'est-à-dire que c'est à la fois désagréable, mais en même temps sont dépendants de Montréal. Non. Là, tu parles à travers ton chapeau. Pourquoi? Il faut nuancer, là. Non. Parce que Montréal coûte très cher au Québec. Ben oui, mais ça... Très cher. Et Montréal, justement... producteur, lui, Montréal est de moins en moins producteur, en fait. Montréal devient une agrégation de migrants qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'intégrer. Tu comprends? Oui. Montréal est une plaque tournante d'étudiants. Oui. D'ailleurs,
les étudiants en médecine, c'est assez grave ce qui se passe en médecine, c'est grave. On a des quotas d'étudiants qui proviennent de l'étranger, donc qui bloquent l'accession à des Québécois de toute couleur, de toute origine, tu sais, à des études en médecine supérieure. Ces places-là sont bloquées pour des étudiants étrangers qui viennent terminer des études en médecine ici, qui retournent chez eux après. Alors qu'on a une pénurie de médecins au Québec. Non, c'est très, très, très grave, qu'est-ce qui se passe. Très grave. Ensuite de ça, à Montréal, Montréal n'est plus un centre de production industrielle. Non, non, t'sais. mais c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais à part le... Tout est produit à l'extérieur de Montréal pour construire Montréal. Oui. Mais les petits producteurs sont dépendants de... C'est-à-dire que si tu leur donnes pas de contrat pour bâtir ce qui se passe à oui, Montréal, mais Montréal ils sont dépendants. Montréal phagocyte. Il y a pas que de la construction à Montréal. Là. Montréal phagocyte. On a de la construction en Beauce, à Québec. Oui, non. mais non, On a un développement des régions. Maintenant, mineur. les pôles industriels sont Victoriaville et Drummondville. That's it. Le seul pôle industriel qui demeure à Montréal, c'est le parc industriel de Ville-Saint-Laurent, mais qui est en train de dépérir à cause de Bombardier. Parce que maintenant, Ville-Saint-Laurent n'est plus le centre de l'avionique. T'sais? On a un problème. Montréal, maintenant, est un centre de haute technologie, puis c'est encore discutable. T'sais? À mon avis, si Legault était agressif, un homme d'État, comprendrait qu'il faut mettre Montréal au pas, c'est-à-dire l'affaiblir, tu vois? Et donc déplacer des centres de connaissances et d'excellence à Québec, en région. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire sacrer Montréal par terre. C'est-à-dire ne plus rendre la couronne de Montréal dépendant d'une... Oui, parce qu'en plus, les centres sociaux à Montréal, les sièges sociaux, ne sont pas nécessairement québécois. Tu comprends? C'est souvent des succursales de l'étranger. Oui. Il y a de moins en moins de sièges sociaux québécois et ça aussi, c'est questionnable. L'idée n'est pas de jeter Montréal par terre, d'affamer Montréal, de détruire... Non, c'est de ramener Montréal... Parce que quand on parle de la France... Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Mais quand on parle de la France, Paris fait chier les Français, mais en France, il n'y a pas juste Paris, il y a Toulouse, il y a Lyon, tu comprends? Il y a Grenoble, il y a au moins 10 villes d'importance. Oui, En fait, et les gens vont me dire, oui, mais le Québec n'est pas la France. Mais attention, c'est la même problématique à une échelle plus petite, c'est tout. Bon, le Québec a intérêt à développer des pôles. C'est parce que le Québec est une nation de 500 ans. La France est une nation de 2000 ans ou de 1500 ans. C'est pas la même chose. Mais on a intérêt à développer des pôles. Donc, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Rimouski, Chicoutimi, on en a 5. Val-d'Or, 6. Gatineau, 7. Tu sais, on pourrait facilement, comme en France, avoir 8, 10, 12 pôles. Voilà. Et c'est pas Legault qui va faire ça, c'est sûr, en 4 ans. Mais c'est à lui de montrer les directions. Parce qu'il n'y a plus l'épée de Damoclès du débat, référendum. Tu vois? Legault, dans le fond, la CAQ, l'élection de la CAQ met la table pour beaucoup de potentialités. Maintenant, ça ne dépend pas de Legault ni de la CAQ, ça dépend des Québécois, de se coaliser autour de ça. Pas pour faire les 4 volontés de la CAQ, bien au contraire, pour les surveiller. Et dire, nous, maintenant, on veut un débat sérieux pas sur la laïcité, mais sur l'identité, respect des frontières, immigration. Mais, La CAQ a dit, on veut limiter l'immigration pour mieux l'intégrer. Est-ce qu'ils vont le faire, ça? Tu comprends? De la manière que ça fonctionne au Québec, des fois, il faut aussi regarder, oui, tu as raison, qu'il y a une certaine responsabilité citoyenne, mais l'appui médiatique de la CAQ vient de où? Est-ce que c'est Québécois ou c'est Power Corporation? D'après moi, dans mon livre à moi, il n'y a pas eu tant d'appui médiatique que ça. Parce que même Québécois, tu sais, j'analyse souvent le Journal de Montréal. Lorsqu'il y a eu les manifestations du dimanche 7 octobre contre le racisme québécois et la CAQ, le Journal de Montréal était le premier média qui a fait une, avec énormément de photos, avec une mise en place incroyable, qui vraiment, mais vraiment sans aucun doute, démontrait que le Québec est une nation oppressive. Et on avait un débat. C'était presque un message pour les médias à l'étranger, quoi. C'est extraordinaire. Et qu'on avait un débat, on avait un débordement, excusez-moi, populaire de minorités
opprimés. Tu sais. Mhm. Et là, après, on a eu, quelques jours après, lundi, mardi, mercredi, des chroniqueurs, Mme Bombardier, Martineau, qui ont commencé, et le fameux, l'inénarrable Bob Côté, à nous dire que, franchement, cette manif était bidon. Oui. Mais c'était pas... Donc, Même durant la campagne électorale, c'est-à-dire que comme par exemple les radios de Québec qui ont appuyé la CAQ depuis très longtemps, durant la campagne électorale, ils étaient plus du tout CAQ. Hein. c'est vrai. Et ça a fait dire à des gens, par exemple, j'aime le gars de l'économiste, Monsieur Breton, là, qui, quand il vient pour parler d'immigration, il est sensationnel. C'est-à-dire que lui a toujours détesté les gauchistes. Ça a toujours été les hosties de gauchistes, il les haït, mais c'est épouvantable. Et soudainement, il se retrouve à avoir la même position que ces gauchistes-là. Et là, il sait plus quoi dire. Et c'est ça qui est formidable, parce que là, parce que lui, pour l'économie, t'as besoin d'immigrants. Fait que là, il se retrouve... Il voudrait favoriser l'immigration, et là, il se retrouve dans la même position que les gauchistes, et c'est ça qui est comique à écouter, à entendre. Mais ce que je voulais dire, c'est que les radios de Québec, sur la question de l'immigration, ça l'a changé leur... eux qui étaient plutôt libertaires, un peu, très à l'américaine, là, soudainement, eux se sont retrouvés à dire, alors qu'ils connaissent rien à l'immigration, ils en ont pas encore beaucoup, c'est assez québécois, c'est très québécois dans la ville. Sur l'immigration, sont très en faveur. Et pour la CAQ, d'ailleurs, il y a une grande partie, il y a 3 comtés Québec solidaire dans Québec. Ce qui est non, 3. Zanetti, la madame, comment qu'elle s'appelle, donc, la jeune, je me souviens plus de son nom. Catherine Dorion. Catherine Dorion, puis il y en a une autre. Il y en a 3. C'est les 3 principaux comtés. Il y a un 4e, c'est Parti libéral, c'est Sébastien Proulx. Bref. Mais pour... mais ce que je voulais dire, c'est que... on dérive un peu, là. Québec est très libéral, alors que... Mais non, la CAQ a été pas mal élue à Québec. Non, c'est la couronne de Québec. Non, mais les libéraux ont été confinés à la grande région de Montréal. Non. Il y a eu un comté, Sébastien Proulx, 3 comtés de Québec solidaire, puis c'est tout le centre-ville. C'est la couronne qui est CAQ. Oui, mais c'est la banlieue de Québec qui est mais CAQ. comme à Montréal. Mais maintenant, c'est les couronnes qui font le pouvoir. C'est pas le centre des villes. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça reste que malgré tout, en termes d'influence médiatique, c'est les centres-villes qui émanent les idées. Les médias contrôlent les centres-villes, mais les médias ont dérivé. Les maisons de sondage ont dérivé. Les médias ont... Non, mais les médias ont perdu. Les maisons de sondage... Tout à fait. Tu sais, Québécois, on oublie souvent de dire que Pierre-Carl Péladeau a pris ses distances de la Caisse de dépôt et de placement, tu comprends, en rachetant ses billes de l'achat de TVA. Oui. Mais par contre, Québécois dépend toujours des marchés financiers de Toronto. Donc, Pierre-Carl Péladeau est lié par la bourse de Toronto. Mm-hmm. C'est ça le problème. Donc, ces gens-là calent les shots. Quand Pierre-Carl Péladeau tend le poing, l'investiture du Parti québécois en disant on va faire l'indépendance, c'est de la comédie. C'est du comedy show. Pierre-Carl Péladeau, Québécois, le Journal de Montréal, représente une entité mondialiste à 100%. Tout à fait. Je le dis solennellement, Pierre-Carl Péladeau n'a jamais eu l'intention, aucune, de faire une quelconque indépendance du Québec. Ce serait contraire à ses intérêts, bien compris. C'est une indépendance à la catalane. C'est-à-dire une région autonome, pas indépendante. Et la Catalogne, d'ailleurs, qui est financée par l'Union européenne, tu vois, comme cheval de Troie pour faire éclater les anciens pays catholiques. C'est ça. Mais pour finir, c'est ça. Donc, les médias sont gourés. Et ils n'ont pas appuyé tant que ça la CAQ, c'est ça que je voulais dire. Ils ont appuyé le Parti québécois, Québec solidaire et les libéraux. Tu sais? Donc, la CAQ est comme un outsider. Je crois que
ce qui reste en suspens, là, c'est comment la population, tu comprends, et notamment un Québécois sur 3, le 30 qui n'a pas voté, tu vois, comment on va aller chercher ces gens-là, comment ils vont réagir, comment on va fédérer le peuple, et comment ce peuple-là va se mobiliser pour comprendre qu'il y a des enjeux qui sont urgents. Je vais terminer là-dessus. Tu sais, c'est la langue, c'est l'identité, c'est le territoire, c'est la gestion de l'immigration. C'est le fait que Montréal cesse de dicter la marche à suivre pour le reste du Québec. C'est pas d'être anti-montréalais, c'est pas ça. C'est que Montréal marche au diapason. Mm-hmm. Et comment relancer les régions? Et traité de libre-échange. Et finalement, in fine, ce qui est intéressant, c'est que Doug Ford, en Ontario, François Legault, le président Trump, Mario Salvini en Italie, et il y a vraiment un mouvement nationaliste très fort qui a été souligné par la Russie. Russian TV, Sputnik News, qui sont des médias honnis en Amérique du Nord, proscrits, presque illégaux, Sputnik News, Russian TV, ont salué favorablement l'élection de François Legault. C'est intéressant. Bien sûr, ces gens-là ont une connaissance très restreinte du Québec, mais c'est quand même intéressant. Il se passe quelque chose ici. Maintenant, je crois qu'il faut saisir la balle au bon. Il faut que les Québécois sortent de leur torpeur. C'est tout. D'accord. On va terminer cette émission et à la prochaine, tout le monde, sur les ondes. Merci, Jean. Merci, Jean. Très instructif. Très instructif, exactement. Au revoir et à la prochaine émission de la radio du Bonnet des Patriotes.